participants que nous avions hier, si c'est les mêmes que nous avons ce matin, mais en tout cas, si c'est le cas, on le saura, je pense, au fil de la formation. Donc, merci d'être là. Merci de prendre part à cette deuxième session de formation sur la thématique que nous allons partager ce matin relativement au secret bancaire. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre excellent confrère maître Douglas Fotso, qui va être le principal présentateur de cette thématique. Chers confrères, merci d'être avec nous. Merci à toi pour ta disponibilité. Donc, permettez-moi, chers participants, rapidement de parcourir un peu en juste 30 secondes le profil de Maître Fotso. Comme vous pouvez le constater sur le diapo qui est affiché, le confrère Emmanuel Douglas Fotso est avocat au barreau de Paris. Il est docteur en droit, grand spécialiste de pas mal de questions relatives au droit bancaire. Il est notamment le fondateur de Ligi Africa. C'est une plateforme de contenu juridique, notamment axé sur le droit au WADA. Donc, ça, c'était rapidement pour présenter, introduire l'intervenant. Chers confrères, merci encore une fois et nous sommes à ton école et bienvenue. Merci Mohamed, cher confrère. Merci pour cette présentation qui est tout à fait fidèle à ce que je représente. Donc, je dis bonjour à tous nos participants qui suivent avec nous ce matin cette formation dédiée au secret bancaire. Une question très intéressante et une question qui est d'une importance capitale dans le milieu bancaire parce que finalement, toute l'activité bancaire n'a sa force que parce qu'elle est nourrie par la question du secret et donc de la confiance également. Donc, très rapidement, je vais vous présenter les différentes articulations de cette présentation. Alors, nous allons avoir 4 grandes articulations dans le cadre de cette présentation. D'abord, nous allons préciser ce qu'il faut entendre par secret bancaire et ainsi que le cadre juridique. Le cadre juridique ici, il faut entendre par là les textes qui régulent, qui organisent le secteur, enfin le secret bancaire. Dans un deuxième temps, nous allons examiner les contours du secret bancaire. Qu'est-ce que cela renforce? Quelles sont les composantes du secret bancaire? Et dans un troisième temps, nous allons examiner les limites du secret bancaire, puisqu'évidemment, comme tout, le principe du secret bancaire n'est pas absolu. Il arrive que l'on brise le secret bancaire parce que d'autres principes plus primordiaux sont à faire prévaloir. Donc, on verra les limites du secret bancaire et on finira par les sanctions qui peuvent être applicables aussi bien à l'établissement bancaire qu'à son salarié si jamais des informations relevant du secret étaient maladroitement divulguées. Donc, voilà les 4 grandes articulations qui vont entourer cette présentation. Donc, j'ai noté, Mohamed, qu'on aura une pause après peut-être 1 heure d'échange. C'est bien ça? Bon, je crois que je ne sais pas si me suit le confrère Mohamed. Donc, alors, on va tout de suite commencer donc avec la première thématique sur la notion du secret bancaire. Donc, quelques mots simplement pour définir le secret bancaire. Le secret bancaire, c'est l'obligation de confidentialité qui pèse sur la banque, obligation de confidentialité qui pèse sur la banque pour
tous les faits, pour tous les actes, pour toutes les informations dont elle a connaissance à l'occasion de son activité professionnelle. Donc, c'est vraiment ça le secret bancaire. Confidentialité sur des informations que l'on a en raison de notre activité professionnelle. Alors, il faut savoir que le secret bancaire, bon, ça n'est pas une nouveauté dans le secteur bancaire, puisqu'en réalité, le secret bancaire doit être simplement perçu comme un secret professionnel. C'est le secret professionnel du banquier. Et vous savez que plusieurs autres professionnels sont également astreints au secret. Donc, si vous prenez, à commencer par l'avocat que je ne suis pas autorisé à divulguer à des tiers des informations confidentielles que des clients me communiquent. Il en est de même du médecin qui ne peut pas divulguer des informations confidentielles que vous lui confierez sur votre état de santé. Donc, ce n'est pas une spécialité, c'est une spécificité du banquier que d'être soumis à un secret professionnel. Donc, lorsqu'on parle de secret bancaire, il faut savoir que c'est simplement, en d'autres termes, le secret professionnel applicable à la banque. Donc, et pour ce qui est du cadre juridique, quels sont les textes qui régulent, qui organisent, qui fixent, qui prévoient le secret bancaire? Alors, nous sommes au Mali, dans la zone UEMOA, et vous savez sans doute que l'essentiel de la législation bancaire, de la réglementation bancaire, est prévu par les textes de l'UEMOA. Et donc, justement, à ce titre, nous avons une loi cadre portant réglementation bancaire dans la zone UEMOA. Au Mali, ce texte est repris par une loi de 2008 portant loi bancaire qui fixe également le secret bancaire. Eh bien, c'est des textes, la loi malienne de 2008 reprend simplement le texte UEMOA. Donc, ce texte-là nous dit ce qu'il faut entendre par secret bancaire, quelles sont les personnes qui sont assujetties à l'obligation de secret. Donc, dans ce texte-là, nous avons toutes ces indications. Mais le texte prévoit également des cas où le secret bancaire ne doit pas jouer. Et on les verra par la suite. Toujours pour compléter le cadre juridique, alors, le texte UEMOA, repris par le texte malien, n'est pas tout à fait complet sur la question, puisque vous verrez dans d'autres textes particuliers des dispositions qui vont intéresser le secret bancaire et qui donc finalement vont compléter le texte UEMOA sur le secret bancaire. Vous savez par exemple que le Mali fait partie d'une organisation qu'on appelle Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, en abrégé. Et donc, cette organisation fixe des règles qui s'appliquent à 17 États africains, dont le Mali. Et donc, cette organisation fixe des règles qui vont organiser les activités commerciales et économiques dans ces différents États. Cette organisation adopte des textes de loi qu'on appelle des actes uniformes. Et donc, justement, à ce titre, on a un texte de l'OHADA qu'on appelle l'acte uniforme sur les voies d'exécution. Donc, c'est un texte qui va organiser les saisies bancaires, notamment, on en parlera tout à l'heure. Et on verra que ce texte-là également prévoit des indications, des dispositions qui peuvent intéresser, qui intéressent le secret bancaire et qui sont même parfois source de responsabilité pour les banques. Donc, on dira un mot là-dessus pour voir comment est-ce que le dispositif prévu par ce texte complète la notion de secret bancaire. Il existe également un texte qui est adopté par cette organisation OHADA qu'on appelle Acte uniforme sur les procédures collectives. C'est-à-dire c'est un texte qui
organise, qui prévoit les règles qu'on applique lorsqu'une entreprise fait faillite. Donc, ce texte de loi-là, on l'appelle acte uniforme sur les procédures collectives. On y reviendra tout à l'heure, mais d'ores et déjà, on verra que là aussi, dans ce texte, il y a des dispositions qui intéressent le secret bancaire. Alors, il y a d'autres textes. Hein. Pour rester au Mali, on a le Code général des impôts qui contient des dispositions intéressant le secret bancaire, tout comme le Code des douanes du Mali qui comporte également des dispositions intéressant le secret bancaire. Donc, voilà, c'est toutes ces compilations des textes, hein, tout ce que nous allons voir par la suite, les règles de secret bancaire que nous allons voir par la suite, c'est des textes, c'est des règles qui sont prévues de part et d'autre par ces différents textes-là, qui constituent donc le cadre juridique du secret bancaire. Je n'oublie pas le code pénal, qui contient également des dispositions pénales sur la violation du secret bancaire. On le verra plus tard. Donc, voilà pour ce qui est de la notion et du cadre juridique du secret bancaire. Maintenant, il est intéressant de voir les contours du secret bancaire parce que parler simplement de manière vague du secret bancaire, alors il faut bien savoir ce que l'on met dedans, qui est tenu au secret bancaire. Est-ce que c'est le directeur de la banque? Est-ce que ça s'étend jusqu'aux salariés de la banque? Est-ce que ça s'applique même au commissaire aux comptes? Alors, qui est tenu par le secret bancaire? Donc ça, ce sera la première articulation de cette deuxième thématique. On verra par la suite quelles sont les informations qui sont couvertes par le secret bancaire. Est-ce que le secret bancaire concerne tout? Est-ce qu'il y a des informations précises qui, elles, sont couvertes par le secret bancaire et d'autres qui ne le seraient pas? Donc, ce sera les deuxième et troisième articulations de cette thématique. Et puis, on verra également quelle est l'obligation qui pèse sur les personnes tenues. Quelle est l'obligation à laquelle la banque, pour parler simplement, est astreinte dans le cadre de son secret. Et puis, est-ce que le bénéficiaire du secret professionnel peut renoncer au secret et donc autoriser la banque à divulguer des informations qui pourraient être classées secret? Donc là également, on le verra. Et on terminera cette sous-thématique par la durée de l'obligation. Est-ce que finalement le secret bancaire, ça dure une éternité? Est-ce que c'est pointant? Est-ce que c'est limité dans le temps? Donc voilà les six grandes étapes de cette deuxième partie sur les contours du secret bancaire. Alors, commençons donc par les personnes tenues par le secret professionnel ou le secret bancaire. Alors, pour ce qui est des personnes tenues, l'article 30 de la loi de 2008, la loi malienne de 2008, précise les personnes qui sont tenues par le secret bancaire. Le texte parle du personnel de direction. Le personnel de direction, que faut-il entendre par le personnel de direction? Donc, on a là indiscutablement le directeur général, toute l'équipe de direction, hein, le directeur général, ses adjoints, les cadres de l'administration, les cadres dirigeants de l'administration de la banque, donc sont tenus au secret bancaire. Le texte parle également du personnel d'administration. Alors, que faut-il entendre par personnel d'administration? Vous savez que le personnel d'administration se distingue du personnel de direction. Le personnel d'administration, ici, ce seraient les administrateurs, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration, au premier rang desquels leur président, donc le président du conseil d'administration. Donc, toute cette équipe-là, elle aussi, est tenue par le secret bancaire. Alors, le texte parle également du personnel de gérance. Hein, le personnel de gérance, là, on a ici affaire au personnel exécutif, hein, le directeur général,
ou le président directeur général, suivant la forme que la banque aurait adoptée. Donc, c'est le personnel exécutif. Alors, le texte parle également du personnel de contrôle. Le personnel de contrôle est également tenu par le secret bancaire. Alors, c'est quoi le personnel de contrôle? Alors, tous ceux qui interviennent dans l'activité de contrôle de la banque, contrôle de l'activité de la banque, ils sont tenus par le secret. Alors, par personnel de contrôle, on pourrait tout de suite, d'ores et déjà, voir le commissaire aux comptes qui contrôle les comptes de la banque et donc qui a accès à des informations bancaires secrètes. Donc, le commissaire aux comptes est tenu par le secret. On pourrait également avoir les associés, les actionnaires de la banque. Les actionnaires, c'est du personnel de contrôle. Ils contrôlent l'activité des administrateurs et des dirigeants. Donc, et à ce titre, ils ont accès aux informations sensibles, aux informations confidentielles des clients. Donc, eux aussi, ils sont tenus, les actionnaires, au secret bancaire. Alors, on pourrait rajouter des autorités de contrôle. Les banques sont contrôlées par la commission bancaire. La commission bancaire qui contrôle l'activité des banques. Donc, le personnel de la commission bancaire qui procède au contrôle de l'activité d'une banque et donc qui a accès aux informations confidentielles est également tenu au secret bancaire et donc ne doit pas pouvoir divulguer des informations. Donc, la commission bancaire, tout comme la Banque centrale également, donc secret bancaire. Et puis, le texte finit par le personnel de fonctionnement. Le personnel de fonctionnement de la banque est tenu au secret professionnel. Et donc, personnel de fonctionnement, il faut y voir globalement l'ensemble des salariés de la banque. Donc, vous voyez, on est allé du plus haut, les actionnaires, les dirigeants, les administrateurs. On en arrive au personnel de fonctionnement, les salariés, au premier rang desquels le personnel que nous avons dans les guichets. Et donc, ils reçoivent le public. Alors, ce personnel-là est tenu au secret bancaire et on verra ce que recouvre ce banquier. Donc, voilà l'ensemble de tous ceux qui sont tenus par le secret bancaire. Alors, une question intéressante, quelles sont les informations qui sont couvertes par le secret bancaire? Quelles sont les informations qui sont couvertes par le secret bancaire? Est-ce qu'il s'agit de tout type d'informations ou alors est-ce qu'il y aurait des informations précises? Alors, le texte parle des informations confidentielles détenues par le banquier, par la banque, dans le cadre de son activité professionnelle. Informations confidentielles détenues dans le cadre de l'activité professionnelle de la banque. Alors, l'information confidentielle, ça concerne donc en réalité toutes les informations que le client met à la disposition de la banque, les données personnelles que le client met à la disposition de la banque. Et ça peut être des informations chiffrées concernant, par exemple, le solde du compte bancaire du client. Quel est le montant du solde du compte bancaire? Quels sont les différents prêts qui sont en cours? Les différents crédits qui sont en cours au profit du client? Tout ça, c'est des informations confidentielles du client. Donc, la banque a connaissance. Quelles sont les différentes opérations qui sont réalisées sur le compte? Ça également, c'est des informations confidentielles. Et donc, la banque doit tenir secret ces différentes informations qui lui sont communiquées par la banque. Alors, les informations couvertes par le secret, ça ne concerne pas que les détails chiffrés. Ça ne concerne pas seulement les données chiffrées du client. Ça peut aller beaucoup plus loin et toucher les aspects de la vie privée du client. Vous imaginez, alors ça peut concerner notamment des informations d'ordre médical.
hein. Vous pouvez avoir des informations d'ordre médical qui sont couvertes par le secret bancaire. Et c'est des données dont la banque peut aisément avoir accès. Vous avez des clients qui peuvent transmettre à la banque une facture d'hospitalisation de régler. Et donc, la banque se charge de faire le virement correspondant. Et donc, la banque reçoit donc là une information confidentielle sur l'état de santé, sur la situation médicale de son client. Et c'est une information qui est confidentielle, que la banque n'a pu avoir que parce qu'elle est la banque. Donc, c'est une information qu'elle a dans le cadre de l'exercice de son activité. Cette information est couverte par le secret. Alors, ça peut également concerner d'autres types d'informations. Hein. Lorsque la banque tient, par exemple, votre compte bancaire, la banque peut notamment savoir vos différents mouvements, si vous êtes sur le territoire ou si vous êtes à l'étranger. Il suffit pour cela qu'elle regarde les mouvements sur votre compte bancaire et qu'il voit que vous utilisez votre carte bancaire depuis les États-Unis, depuis Paris, et donc qui a accès à un certain nombre d'informations, qui a accès par exemple, au type de magasin, par exemple, sur lequel vous faites vos achats. Donc, il y a tout un ensemble de données personnelles qui sont connues par la banque dans le cadre de son activité. Et donc, ces informations doivent pouvoir rester secrètes. Et donc, c'est ça, le secret bancaire également. Donc, les informations qui sont vraiment confidentielles et que la banque a pu avoir accès en raison de son activité de banque. Donc, ces informations doivent rester confidentielles. On verra que la banque peut les communiquer. On verra plus tard à qui est-ce qu'elle peut communiquer ces différentes informations. Alors, je vous disais tout à l'heure que le secret bancaire ne concerne pas nécessairement les données chiffrées. Alors, j'ai trouvé un exemple qui m'a semblé intéressant, ce que je pourrais par exemple partager avec vous. Une banque a été sanctionnée pour avoir violé le secret professionnel. Pourquoi? Alors, parce que la banque avait adressé au président du conseil d'administration un courrier dans lequel elle disait qu'elle n'arrive pas à joindre le directeur général pour lui faire part de la régularisation, pour lui demander de régulariser la situation financière de la société avant une éventuelle procédure judiciaire. Et là, des tribunaux ont considéré qu'il y avait violation du secret bancaire parce que laisser entendre au président du conseil d'administration qu'il y avait une difficulté financière qui nécessitait régularisation, c'était communiqué au président du conseil d'administration une information qui ne pouvait, en temps normal, être communiquée qu'au seul client. Donc là également, vous voyez très bien que le secret ne concerne pas seulement des données chiffrées. Ça peut aller, comme je le disais, jusqu'aux informations qui touchent à l'intimité de la situation sanitaire, de la situation médicale, de la situation financière du client. Donc, l'ensemble de ces informations, c'est celles qui sont couvertes par le secret. Alors, après, est-ce qu'il y a des informations qui ne sont pas couvertes par le secret? Voilà une question. Est-ce qu'il y a des informations qui ne seraient pas couvertes par le secret? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que nous confions nos données à la banque, afin que nous confions à la banque certaines données qui ne seraient pas couvertes par le secret? Alors, là, la question est un peu délicate. La question est un peu délicate. Je partage avec vous une décision que j'ai rencontrée dans laquelle la Cour avait considéré
Alors, je rappelle tout de suite que l'affaire concerne le droit français, c'était un droit français et dont la Cour de cassation. Et pour ça, je voudrais déjà rappeler que les dispositions qui concernent le secret bancaire au Mali sont quasiment les mêmes que les dispositions qui concernent le secret bancaire en France. Donc, c'est pour ça que je fais ce parallèle avec cette affaire qui a été jugée en France et donc qui potentiellement pourrait inspirer des juges de chez nous. Alors, c'était quoi cette affaire? Dans cette affaire, on avait affaire à une problématique qui touchait un client avait demandé à sa banque des informations sur un autre client de la même banque. Et le client, la banque avait communiqué ces éléments d'information. Alors, la question qui se posait devant les juges était de savoir est-ce que la banque avait violé son obligation de secret professionnel en communiquant à un client des informations concernant un autre client. Alors, que nous dit cette décision? La décision est rendue par la Cour de cassation. Hein? C'est la juridiction suprême dans le système français, donc l'équivalent de la Cour de cassation, la Cour suprême du Mali. Alors, la Cour de cassation nous dit la banque peut communiquer des informations ou alors des renseignements d'ordre général. Des renseignements d'ordre général sans rentrer dans les détails. Par exemple, la banque peut, par exemple, se prononcer sur la situation financière d'un client en s'inspirant de ce qui est connu sur la place publique. Par exemple, telle entreprise qui aurait une situation financière florissante et qui serait connue du public, la banque peut également donner son opinion là-dessus sans que cela ne traduise une violation du secret professionnel. Donc, et vous voyez que dans le cas de cette espèce, le client interrogeait la banque précisément pour savoir si l'autre client, lui, il est solvable ou pas. Donc, et la Cour de cassation a considéré que bon, donner une telle information, c'est une information d'ordre général sans grande précision et qu'il n'y avait pas violation du secret bancaire. Donc, alors, pourquoi je parle de cette fenêtre pour parler d'informations qui ne seraient pas couvertes par le secret professionnel? Donc, pour montrer que des informations vagues sans grande précision, qui ne sont pas en réalité une nouveauté, hein, qui s'inspire de la situation qui est connue sur la place, ça ne peut pas être considéré comme une violation. Ça pourrait ne pas être considéré comme une violation du secret bancaire, mais moi, j'aurais tendance à conseiller aux banquiers la plus grande prudence. Hein, parce que, alors, pour une raison simple, c'est que ce que le juge dit aujourd'hui, il peut dire autre chose demain. Bon, ne serait-ce que pour cette raison. Ensuite, parce que la notion de renseignement d'ordre général, elle est finalement, c'est pas une notion que l'on peut appréhender facilement. Ce que le banquier pourrait considérer comme une information d'ordre général pourrait lui être opposé demain comme étant une information stratégique qu'elle a communiquée. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à conseiller à la banque la plus grande prudence, surtout que le fait de refuser à un client, le fait de refuser de communiquer à un client des informations sur un autre client ne peut jamais être sanctionné. Ça ne peut jamais être sanctionné. En revanche, il y a un risque de sanction si jamais ce que vous considérez comme étant une information vague ou une information d'ordre général apparaissait finalement comme étant une information sensible. Donc, il faudrait prendre ça avec beaucoup de prudence. Donc, moi, j'aurais toujours tendance à conseiller à la banque que des informations qui seraient sollicitées par un client
au sujet d'un autre client, il vaut mieux se garder de diffuser de ce type d'informations dans la mesure où, même si ça peut paraître étant une information vague, un juge pourrait ne pas voir les choses de la même manière que la banque et donc retenir sa responsabilité pour violation du secret professionnel. Donc, apprendre avec beaucoup de prudence. Alors, quelle est l'obligation? Donc, j'en suis au 4e point. Quelles sont les obligations des personnes tenues par le secret bancaire? On a bien vu quelles étaient les personnes tenues par le secret bancaire. On a vu les informations qui sont couvertes par le secret bancaire et celles qui pouvaient ne pas l'être. Maintenant, quelle est l'obligation? Que contient l'obligation de la banque? Que contient l'obligation de la banque? Que recouvre l'obligation de garder le secret? C'est ça la question. Que recouvre l'obligation de garder le secret? Alors, la loi nous dit la banque a l'obligation, de ne pas divulguer, de ne pas divulguer, de ne pas utiliser elle-même les informations du client pour faire d'autres activités. Voilà ce que recouvre le secret. Donc, ça n'est pas seulement une obligation de non-divulgation des informations confidentielles, mais c'est aussi une obligation de non-utilisation des données personnelles à des fins propres. Alors, quand je dis à des fins propres, vous voyez tout de suite que là, on fait allusion non pas à la banque elle-même en tant qu'institution, mais aux salariés de la banque. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le salarié de la banque est tenu par le secret professionnel. Et on peut imaginer un salarié qui récolte des données personnelles d'un client pour en faire une exploitation personnelle à d'autres fins en dehors de son activité professionnelle. Donc, l'obligation de secret bancaire, c'est non seulement l'obligation de ne pas divulguer au public les informations des clients, mais aussi l'obligation de ne pas utiliser des informations confidentielles du client à des fins personnelles ou à des fins autres. Donc, voilà ce que recouvre l'obligation qui pèse sur la banque. Ensuite, est-ce que le bénéficiaire peut renoncer au secret bancaire? Rappelons que le secret bancaire vise en tout premier lieu à protéger le client, à ce que ces informations confidentielles ne soient pas connues du grand public. Personne ne souhaiterait ouvrir la presse un matin et voir le montant de son solde dans la presse. Personne ne souhaiterait ouvrir la presse un matin et voir son relevé bancaire. Donc, le secret bancaire vise avant tout à protéger le client de la banque. Alors, je le dis pour tout de suite préciser que le client peut donc renoncer à la protection qui lui est garantie et autoriser la banque à divulguer un certain nombre d'informations. Et d'ailleurs, dans la pratique, on voit par exemple des clients qui peuvent demander à la banque de communiquer telle attestation à telle institution, par exemple. Donc, le client peut délier la banque de son obligation de secret en renonçant au caractère secret de ces informations et donc en autorisant la banque à divulguer l'information. Mais la banque doit rester extrêmement prudente parce qu'il ne suffira pas pour la banque de dire que le client m'avait appelé, il m'avait demandé de divulguer cette information. Devant un tribunal, ça ne passe pas. La renonciation du client, du bénéficiaire du secret doit être expresse. Donc, la banque pensera toujours à se prémunir
de toute responsabilité en demandant, par exemple, au client qui lui demande d'expédier tel document à tel, de lui envoyer une autorisation express. Et donc, ce n'est qu'en vertu de cette autorisation express que la banque peut se permettre de divulguer une information qu'elle était censée ne pas divulguer. Donc, là, il faut toujours une autorisation écrite dans des termes clairs qui ne laissent planer aucun doute sur l'intention du client. Et la banque doit également, bien sûr, prendre la précaution de respecter ou alors de ne divulguer que les informations que son client lui demande de divulguer. C'est-à-dire que si le client vous demande de communiquer, d'envoyer par exemple ses relevés à telle personne, ça n'implique pas que la banque communique à ce tiers-là des informations sur les crédits en cours du client, par exemple. Donc, la banque doit respecter le mandat du client. Donc, si le client renonce à son secret et demande à ce qu'une information soit divulguée, la banque doit veiller à ne divulguer que ce qui a été demandé d'être divulgué et pas autre chose. Sinon, il y aurait violation du secret bancaire sur cette autre chose qui a été divulguée au mépris de ce que souhaitait le client. Donc, voilà pour la renonciation. Et dernier développement des contours du secret bancaire sur la durée de l'obligation. Alors, la durée de l'obligation du secret, est-ce que la banque est éternellement tenue au secret ou alors est-ce que l'obligation de secret est limitée dans le temps? C'est de cela qu'il s'agit ici. Alors, il faut noter que, en principe, la banque sera tenue au secret pendant toute la durée que mettra sa relation avec le client. Aussi longtemps que la banque est en relation avec un client, elle doit garder le secret sur les informations que le client lui communique. Ça, c'est le principe. Alors, est-ce que la fin de la relation délie la banque de son obligation de secret? Et là, la réponse est non. Ça n'est pas parce que la relation contractuelle est terminée avec le client que la banque peut se permettre de communiquer, de divulguer des informations qu'elle a connues hier. Est-ce qu'elle pourrait divulguer ces informations aujourd'hui parce qu'elle ne serait plus en rapport en relation avec le client? Donc la réponse est non. Les informations communiquées doivent rester secrètes, même au-delà de la relation contractuelle de la banque avec le client. Voilà. Donc, voilà pour ces contours, les contours du secret bancaire. Alors, je ne sais pas si Mamadou est avec nous. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on prend une question ou alors les questions, c'est plutôt à la fin ou alors est-ce que ce serait l'heure de la pause? Oui, mais merci beaucoup, Douglas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, ça sera un peu à l'appréciation des uns et des autres. Hein. Hier, par exemple, nous étions sur le fait de finir la présentation et puis après, au retour de la pause, nous avons pris des questions. D'accord. Mais tu as la possibilité, ça dépend tu as la possibilité, hein, si tu veux faire des stops et demander s'il y en a qui veulent les précisions, ça aussi c'est possible. Et on va prendre l'avis de la salle également. Hein. Je ne sais pas si dans les différentes salles vous m'entendez. Les participants, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous préférez qu'on continue, qu'on finisse toute la présentation. Après viennent ensuite les questions-réponses ou si on va essayer d'y aller au fur et à mesure. Un porte-parole ou une porte-parole de la salle, peut-être? Non?
Alors, Madame Lee, si vous pouvez ouvrir le micro peut-être au niveau des salles. Si la salle 2, on vous entend bien, après demander au public s'il y a des gens qui ont besoin d'éclaircissement. Est-ce que vous voulez qu'on continue quand vous voulez poser des questions? OK. Ici, la salle 2, eux, ils demandent de continuer. OK, d'accord. Merci, la salle 2. La salle suivante. Oui, bonjour. On peut Bonjour. passer on fait la pause et après on fait les questions. OK, très bien. C'est parfait. Merci beaucoup. Chers confrères, je te laisse. Alors, là, je regarde l'heure. Je ne sais pas, hein, si tu proposes qu'on fasse la pause maintenant et on enchaîne ou tu continues un peu plus, c'est toi qui vois, Douglas. Hein. D'accord, ok, très bien. Donc, alors, j'en profite donc pour revenir donc, sur une question concernant les contours du secret bancaire et notamment sur les informations qui sont couvertes par le secret bancaire. Et je voudrais partager là encore une affaire où la responsabilité d'une banque a été retenue pour violation du secret bancaire. Alors, excuse-moi de te couper rapidement, Douglas. Alors, j'ai un message, un forum qui dit que le support de présentation ne suit pas les propos. Je n'ai pas trop compris en fait. Alors, je ne sais pas si c'est Madame Lee qui nous donne cette information. Moi, j'ai affiché, j'ai en face le deuxième point sur le contour du secret. Je ne sais pas si au niveau des salles, c'est la même chose. Hein. Si vous pouvez juste nous faire un signe en levant le pouce. Maître Ndao, effectivement, c'est le point que j'ai en visuel. En fait, il énonçait des points que je ne voyais pas défiler. Mais après, je me suis rendu compte que c'était fait exprès. Donc, ok, oui, tout à fait. Parce que le confrère listait un peu les points par point sur lesquels il exposait. Je pense qu'on est bon. Hein. D'accord, ok, parfait. Oui. Donc, en réalité, il s'agit non pas du support. Il s'agit non pas du support, ça c'est le plan de la présentation. Le support devant être mis à disposition plus tard, c'est-à-dire sur le détail de ces différents points. Exactement, je confirme, effectivement. Voilà. Donc, sur le PowerPoint que vous avez en visuel, je voudrais revenir sur le point 2, disais-je, pour partager avec vous une affaire où la responsabilité de la banque avait été retenue pour violation du secret professionnel, secret bancaire. Alors, il s'agissait d'une affaire où l'autorité judiciaire, hein, c'est-à-dire l'autorité judiciaire, avait contacté la banque parce qu'il y avait une affaire pénale en cours et donc la banque avait été contactée dans le cadre de cette enquête-là pour avoir des informations sur des opérations passées par le prévenu. Alors, un salarié de la banque avait tout de suite fait d'appeler le client pour l'en informer. Alors, est-ce qu'il y a la violation du secret bancaire alors même que l'on sait que le secret bancaire a pour finalité de protéger le client de la diffusion de ses données confidentielles? Alors, ici, il a été jugé qu'il y avait violation du secret bancaire parce que l'information qui avait été communiquée par le salarié, par l'agent de la banque au client, était une information qui faisait partie du secret lui-même, notamment dans le cas d'une procédure pénale, le secret de l'instruction. C'est-à-dire, on était dans une procédure pénale et donc la banque ou alors l'agent de la banque a eu accès
à cette procédure pénale puisque la banque a été contactée elle a été informée de la procédure et on lui demandait de communiquer un certain nombre d'informations. Donc, prendre connaissance de cette procédure criminelle, c'est une information qui est placée sous le sceau du secret de l'instruction. Et donc, en communiquant cette information au client, la banque avait violé le secret bancaire. Et donc là, vous voyez qu'il y a en quelque sorte une combinaison du secret bancaire et du secret de l'instruction. Certes, le secret bancaire vise à protéger le client, mais vous voyez que dans cette configuration-là, le secret bancaire, j'ai envie de dire, joue contre le client de sorte qu'on ne doit pas lui communiquer cette information. Donc, c'est des points que j'estime importants puisque c'est très pratique et il est important pour la banque de ne pas se laisser piéger dans ces types de jeux. Si la banque a une information, à l'information suivant laquelle une procédure est diligentée contre un client, communiquer au client cette information, c'est faire obstruction à la procédure et donc ça peut être considéré comme... Alors, ça peut se discuter, hein? On pourrait y voir une violation du secret bancaire, mais on pourrait également y voir une violation du secret de l'instruction. Donc, je suis tout à fait d'accord que ça peut se discuter, mais vous voyez que dans tous les cas, il y a eu un manquement. Il y a eu violation d'un secret, qu'il soit bancaire ou de l'instruction, mais il y a violation d'un secret. Et donc là, la banque devrait fortement prêter attention à ce type de situation. Alors, moi je vous propose de commencer la question des limites au secret bancaire et on va voir les 3 premiers points et ensuite on prend la pause. Les 3 premiers points, c'est-à-dire l'inopposabilité à la caution. Et ensuite, on pourrait prendre le temps de souffler avant de revenir. Alors, donc là, il s'agit d'examiner les limites ou encore les dérogations au secret bancaire. Est-ce que le secret bancaire est absolu? Est-ce que il y a des situations où on peut communiquer les informations confidentielles à des institutions ou aux tiers? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, là, on va voir ces 3 premiers points. Alors, la première limite, c'est le client. Inopposabilité du secret bancaire au client, ça veut dire qu'on ne peut pas opposer le secret bancaire au client. On ne peut pas refuser de communiquer une information au client alors que c'est le client qui nous a donné cette information, qui a donné l'information à la banque. Alors, ça peut paraître curieux de le préciser, mais vous verrez qu'en pratique, ça n'est pas si évident que ça. Parce qu'il faudrait encore identifier c'est qui le client. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait encore identifier c'est qui le client de la banque. Parce que souvent, une information est donnée à quelqu'un que l'on croit à tort être le client. Alors, pour ce qui est des personnes physiques, ça ne pose pas de problème puisque si une personne se présente au guichet de la banque et qui souhaite accéder à ses relevés bancaires, il suffit à l'agent de la banque de prendre une pièce d'identité, de s'assurer que le nom, la photo, bon, c'est bien la personne qui se présente. Et donc, on a affaire au client, on doit lui communiquer des informations sur son compte. Donc, pour la personne physique, ça ne pose pas de problème. Par contre, pour la personne morale ou une société, la difficulté est souvent là. C'est-à-dire, puisque vous savez que la société n'a pas... c'est un être abstrait. Et donc, il faut pouvoir identifier qui a qualité pour représenter la société, qui a qualité pour demander au nom de la société
qu'on lui transmette les relevés bancaires. Et là, c'est intéressant. Est-ce qu'un associé d'une société peut vous écrire, vous, banque, pour demander de lui communiquer, un associé ou un actionnaire, peu importe, peut écrire à la banque pour demander communication des relevés, par exemple? Est-ce qu'un directeur juridique, administratif, peut écrire à la banque pour demander que lui soient communiqués les relevés bancaires? Donc, d'où la question encore, qui est le client de la banque? Et donc, la banque doit toujours, en tout temps, pouvoir identifier son client. Et le client, lorsqu'on a affaire à une société, à une personne morale, le client, cette personne morale, le client, c'est la personne morale, c'est la société. Cette société est représentée par une personne physique, dont le représentant légal a seule qualité pour demander à la banque que lui soient adressées des informations confidentielles. Donc, si le client est une société à responsabilité limitée, une SARL, rassurez-vous que celui qui demande l'information est le gérant, puisque le représentant légal de la SARL, c'est le gérant. Si celui qui demande l'information, la société qui demande l'information, est une société par action simplifiée, SAS, rassurez-vous que celui qui demande l'information est le président de la SAS, puisque juridiquement, seul le président de la SAS a qualité pour représenter la société et donc agir en son nom. Si vous communiquez l'information à un associé, il y a violation du secret bancaire. Si vous communiquez l'information à un actionnaire, même actionnaire majoritaire, il y a violation du secret bancaire. Donc, d'où l'intérêt en tout temps de pouvoir identifier le client de la banque. Et donc, rassurez-vous lorsque vous avez affaire à une personne morale que vous adressez l'information à une personne qui a qualité pour la recevoir. Si le client est une société anonyme, eh bien, celui qui a qualité pour demander accès aux données confidentielles de la société, c'est le directeur général ou le président-directeur général suivant la configuration de la société anonyme. Donc ça, c'est des règles importantes. Bon, si c'est une association, le président de l'association, évidemment. Donc, ça, c'est important dans la pratique parce que la violation du secret professionnel vient souvent de là. J'ai pris un exemple tout à l'heure qui pourrait encore servir ici. Rappelez-vous de la banque qui a écrit au président du conseil d'administration pour lui communiquer un certain nombre d'informations que, attendez, nous n'arrivons pas à joindre le directeur général. Pourtant, il y a des failles financières qu'il faut régulariser, on n'arrive pas à l'avoir. Et donc là, on a dit violation du secret professionnel. Vous êtes en train de communiquer les données confidentielles à une personne qui n'a pas qualité pour les recevoir. Donc, apprendre avec beaucoup de précautions, toujours pouvoir identifier son client. Et même, revenons même sur la personne physique, il y a d'autres configurations qui se posent souvent. La personne physique, j'ai dit, il n'y a pas de problème, on l'identifie, très bien. Mais imaginez que quelqu'un vient vous voir, je suis le fils de tel, je suis la femme de tel. Et bon, là, ça ne passe pas, évidemment. Hein, la qualité de conjoint ou la qualité d'ascendant ou de descendant ne vous donne pas de droit d'accéder aux données confidentielles du client. Imaginez aussi que quelqu'un se présente, bon, écoutez, mon père qui a un compte chez vous, il est décédé, et moi, je suis l'héritier, communiquez-moi les informations. Voilà des situations qui peuvent être pratiques dans le cadre des personnes physiques. Alors, là, bon, il ne faudrait pas non plus que la banque s'emballe. Certes, l'héritier a le droit d'accéder aux données confidentielles puisque l'héritier, il hérite des droits et des obligations de son auteur et donc l'obligation que la banque a vis-à-vis du client
elle va se transposer sur l'héritier, donc qui pourra accéder à ces informations. Mais la question, souvent, elle est pratique, c'est comment il faudrait que la banque puisse établir la qualité d'héritier de celui qui se présente. En tout cas, pas établir, non, pas établir, puisse vérifier la qualité d'héritier de celui qui se présente à elle. Bon, la banque, c'est une administration d'état civil. Donc, il n'appartient pas à la banque de désigner les héritiers, les successeurs. Donc, c'est pour ça que la précaution, souvent pour la banque, ça doit être d'indiquer à ceux qui se prévalent de la qualité d'héritier d'apporter un document officiel délivré par les autorités compétentes qui établit qu'ils sont des héritiers. Alors, si un tel document est rapporté, la banque est dans l'obligation de communiquer l'information. Donc, voilà quelques précisions qu'il faut faire sur le client. Donc, le client, on ne peut pas lui opposer le secret bancaire. On doit communiquer ces informations au client. Encore faudrait-il identifier c'est qui le client, ce qui n'est pas toujours aisé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Inopposabilité, là aussi, du secret bancaire au titulaire d'un compte joint. Le compte joint, c'est un compte qui appartient à deux personnes qui ont les droits de signature là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut opposer, est-ce qu'on peut refuser de communiquer les informations? Refuser, par exemple, pour être plus précis, de communiquer des relevés au titulaire d'un compte joint. Au co-titulaire, on va dire, au co-titulaire d'un compte joint. Alors, un compte joint, c'est un compte pour deux. L'un comme l'autre a des droits sur le compte et dont la banque ne peut pas opposer ni à l'un ni à l'autre le secret bancaire. La banque doit communiquer, même si le relevé qui est demandé, qui est sollicité par l'un des clients, ne contient qu'exclusivement des opérations faites par l'autre titulaire du compte joint. Même si le relevé ne contient que des opérations faites par l'un des titulaires du compte joint, la banque a l'obligation de communiquer les relevés à l'un et à l'autre des titulaires du compte joint, et sans qu'on puisse lui reprocher de violer le secret bancaire. Et donc, dernier point avant d'aller à la pause, puisque j'observe des signes de fatigue, dernier point avant d'aller à la pause, donc le cas de la caution. La caution, alors, vous êtes très bien placé pour savoir que la plupart du temps que la banque donne des crédits, elle va le plus souvent demander un cautionnement, qu'une personne se porte caution. Et donc, la caution qui garantit donc le débiteur principal, est-ce que la banque peut refuser de lui communiquer les informations concernant le client débiteur principal en invoquant le secret bancaire? Bon, là, la réponse va être non, bien entendu, puisque vous savez que tout dépend, bien sûr, de la configuration. Il ne s'agit pas pour la caution de demander spontanément des documents qui ne la concernent pas. Ici, on a fait à l'hypothèse où le client débiteur principal étant défaillant, c'est-à-dire celui-même qui est endetté, celui-même qui est débiteur, qui est tenu de la dette, il est défaillant et que la banque se trouve contrainte de s'adresser à la caution, que le débiteur principal ne peut pas payer, il faudrait me régler. Donc, il est courant que la caution demande à la banque, non, moi je croyais qu'il avait réglé, est-ce que vous pouvez me communiquer les documents qui attestent, qui font état du niveau des remboursements, où est-ce qu'on en est, quel est le solde qui reste? Donc, ces informations, la banque est tenue de communiquer à la caution pour que, bien sûr, la caution prenne la mesure de ce qui lui reste à régler, de ce qu'elle doit régler. Et donc, la banque peut communiquer ces informations à la caution sans se voir reprocher
une violation du secret bancaire. Donc, je propose qu'on arrête là pour l'instant et qu'on observe une pause avant de reprendre sur la suite. C'est parfait, chers confrères. On fait comme ça et nous prenons une pause de 15 minutes. D'accord, parfait. Donc, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. À tout de suite. Frère Douglas, je te donne la main. Alors, il y a ton micro qui est fermé. Hein? Ah, ok, parfait. Merci, Mohamed. Je ne l'avais pas remarqué, en effet. Donc, on va pouvoir avancer avec les dernières articulations. Hein. Cette deuxième partie devant aller plus vite, hein, puisqu'on a déjà passé pratiquement ce qui nécessitait le plus de précision. Donc, là, on a quelques points à clarifier. Donc, nous étions rendus sur les limites du secret bancaire. Hein. Est-ce que on était en train d'examiner les cas dans lesquels la banque peut ne pas observer le secret bancaire. Donc, on a vu que la banque ne pouvait pas opposer le secret bancaire à son client, la banque ne peut pas opposer le secret bancaire au titulaire d'un compte joint, la banque ne peut pas opposer le secret bancaire à la caution. Et donc, là, on a un cas intéressant, inopposabilité à l'employé de la banque. Alors, il s'agit d'une configuration particulière où on a admis que la banque ne peut pas opposer le secret professionnel à son employé, à son salarié. Alors, il s'agit de l'hypothèse où un salarié d'une banque est licencié. Un salarié est licencié et donc il est licencié pour faute grave. Et donc, pour contester la faute grave qui lui est reprochée par la banque, est-ce que le client peut produire devant le tribunal un document confidentiel, un document qui est couvert par le secret professionnel? Donc, là, il a été admis que oui, le client, le salarié, peut produire puisqu'il s'agit de se défendre. Et vous savez que le principe d'accès au juge, il est important. Il est affirmé par la Charte africaine des droits de l'homme. Toute personne doit pouvoir accéder au juge. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Et ce principe est tellement important qu'il va prendre le dessus sur le secret bancaire. C'est-à-dire que si pour se défendre devant un tribunal, le salarié de la banque a nécessairement besoin de produire un document interne qui est couvert par le secret professionnel, eh bien, il peut le faire pour les besoins de sa défense sans que la banque en face ne puisse pas lui opposer le secret bancaire. Et dans le cas de cette affaire notamment, la banque tentait de dire qu'il faut écarter ces pièces qui sont produites par le salarié licencié parce que c'est un document couvert par le secret professionnel. Donc, la banque demandait au tribunal d'écarter ce document et non, on a considéré que le droit de se défendre est plus important que le secret bancaire et donc le salarié pouvait produire ce document bancaire pour contester le bien fondé de son licenciement. Donc, dans cette hypothèse-là, et oui, le secret bancaire est inopposable aux salariés de la banque. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Tangara. Effectivement, une question très, très pertinente et très intéressante parce que c'est le quotidien des établissements financiers dans notre espace. Merci encore. Et donc, nous poursuivons. Il nous reste encore quelques minutes avant de finir sur la session. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons
Alors, maître, sans vouloir vous entendre, je pense qu'on a des questions dans la salle d'en bas. Hein? Si on peut donner la possibilité aux uns aux autres d'adresser leurs questions, du moment que le timing vous permet. D'accord, ben on les écoute, hein. Dites-nous. Alors, la deuxième salle, elle n'apparaît pas. Je ne sais pas si quand même. Vous pouvez y aller, madame. Bonjour, cher maître. Bonjour. Vous pouvez y aller. D'accord, donc ma question, ça se rapporte aux différents types de sociétés et les personnes représentants légales de la société. Vous avez parlé des SAS. Vous avez dit que c'est le président qui est le représentant légal et de SARL également, que c'est le gérant qui est le représentant légal. Mais on va parler de SAS unipersonnel et des SARL unipersonnels. Est-ce le même cas ou bien c'est un autre type de gérant aussi? Alors, SAS unipersonnel et SARL unipersonnel. D'accord, ok. Alors, je précise déjà pour l'auditoire que la SAS unipersonnelle, c'est une société par action simplifiée avec un seul actionnaire. La SARL unipersonnelle, c'est pareil, c'est une SARL avec un seul associé. Voilà. Est-ce que les règles que j'ai décrites tout à l'heure s'appliquent également dans ces sociétés? Bien oui. Pourquoi? Parce que dans la SAS unipersonnelle, SAS unipersonnel signifie simplement qu'on a un seul actionnaire. Et cet actionnaire-là n'est pas forcément le représentant légal. C'est-à-dire que l'actionnaire unique peut désigner quelqu'un d'autre pour être le président et donc le représentant légal de la société. Donc, il ne faudrait pas voir une SAS unipersonnelle comme une SAS avec un seul actionnaire qui est forcément le président. Bon, si bien sûr on a cette configuration-là où il est unique actionnaire et il est le président, bien sûr la banque doit pouvoir lui communiquer les informations, non pas parce qu'il serait actionnaire, mais parce qu'il serait le représentant légal. Donc, le raisonnement vaut également pour la SARL avec un seul associé. Donc, si cet associé unique est en même temps le gérant, il doit pouvoir se faire communiquer les informations par la banque en tant que représentant légal de la société, bon, et non pas en tant qu'actionnaire, et non pas en tant qu'associé. Donc, dans ces configurations aussi, oui, le dirigeant peut se faire communiquer les informations confidentielles. Après, maintenant, il faut savoir que dans la SAS unipersonnelle, l'actionnaire unique n'est pas nécessairement le dirigeant. Le dirigeant peut être son épouse. Ça peut être quelqu'un qui est mieux formé au management et donc il le met pour diriger la société. En ce moment-là, l'actionnaire unique n'est pas le représentant légal de la société, bien que la société lui appartienne à 100%. Donc, la banque doit refuser de lui communiquer les informations confidentielles. La banque doit les communiquer au seul président. Donc, ça, c'est vraiment une hypothèse qu'il faut bien comprendre. Pareil pour la SARL unipersonnelle. Son représentant légal, c'est le gérant. Donc, si l'associé unique a désigné une autre personne comme gérant de la société, eh bien, c'est ce gérant-là qui est représentant légal de la société et qui a seule qualité pour demander à la banque de lui adresser des relevés bancaires. C'est souvent très compliqué à comprendre pour des actionnaires qui ont monté leur boîte et qui se disent tout puissants et que la banque lui tient tête, il dit bah, attendez, c'est ma société, mais la loi c'est la loi. Donc c'est le représentant légal qui a qualité pour recevoir des documents confidentiels. Et donc la banque qui les communique à un associé, à un actionnaire, communique des informations à une personne qui n'a pas qualité pour les recevoir et donc viole le secret bancaire. Ok. Oui, alors, juste encore merci, hein, cher confrère. C'est vrai que c'est une question qui est très, très importante.
Dans le contexte qui est le nôtre, effectivement, les banques peuvent être dans des situations où on a tendance à penser que c'est l'actionnaire ou unique ou l'associé unique qui est plus légitime que le représentant légal. Sauf que la pertinence de la chose réside même dans le fait que lorsque la société elle est créée, pour avoir la signature sur le compte bancaire, on demande à ce que le gérant ou le représentant légal de la société fasse les démarches afin de rapporter sa signature spécimen à la banque, laquelle signature sera justement gage de toutes les opérations qui seront à effectuer sur le compte bancaire de la société. Et donc, il y a pas mal d'établissements souvent qui ont tendance à faire cette confusion. Dès qu'ils reçoivent un courrier de l'actionnaire unique ou un actionnaire ou un associé de SARL à s'exécuter. Donc, c'est très important. Il faut faire attention à ne pas se voir opposer cela sous peine de se voir infliger des sanctions parce que effectivement la procédure n'a pas été respectée. Donc voilà, merci encore. Chère madame, je ne sais pas si vous êtes satisfaite. Si vous avez d'autres questions, nous continuons le marathon des questions. Il nous reste encore quelques minutes. Alors, le temps que quelqu'un se pointe pour une question, je voulais peut-être ajouter concernant cette situation-là des hypothèses qu'on a parfois vues dans nos pays, effectivement, toujours en raison de cette confusion. Vous avez quelqu'un qui écrit à la banque, et il a une SARL, il se présente comme le président directeur général de la SARL. Et bon, la banque sait bien que dans cette société, bon, le gérant, c'est elle. Mais vous recevez un courrier qui est signé de quelqu'un, le président directeur de la SARL. Mais vous vous demandez, mais c'est quel titre ça encore dans une SARL? Et donc, c'est un titre qui n'a aucune valeur juridique dans la SARL. Le seul représentant légal dans ce cas-là, c'est le gérant. Et c'est à lui que vous devriez communiquer les informations. Oui, alors, je voyais... Oui, chère madame, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ma question est relative au compte sans provision ou bien de provision insuffisante. Donc, en fait, un client émet un chèque sans provision ou de provision insuffisante, sachant bien qu'il connaît la situation de son compte. Donc, le créancier se pointe à la banque avec le chèque. Donc, il exige le motif de non-paiement. Le créancier exige le motif de non-paiement, mais il n'est pas accompagné par un huissier. Est-ce que cette situation rentre dans le cadre des contours du secret bancaire ou bien de l'inopposabilité du secret bancaire? D'accord. Donc, j'ai bien compris que on a affaire là à l'hypothèse d'un chèque rejeté pour défaut de provision. Voilà. Alors, confrère, peut-être pour plus de... J'ai bien compris la question. Effectivement, c'est l'hypothèse des chèques sans provision et la procédure veut que lorsque le compte n'est pas provisionné, que le banquier qui informe le bénéficiaire de l'opération, non seulement de cette information, mais aussi de le faire accompagner par un document qui stipule effectivement le motif. Donc, je crois que la question de la dame va plutôt dans le sens où il peut y avoir des situations où le banquier informe juste que le compte n'est pas provisionné, mais sans pour autant appliquer la procédure jusqu'au bout, notamment la fourniture du certificat détaillant le motif de non-provision. Voilà, d'accord. Merci pour dans cette hypothèse, elle parle d'huissier. Effectivement, il y en a qui, de par ce refus-là, viennent faire constater le refus de non-disposition du document par un huissier. Très bien. Effectivement, merci confrère pour ces précisions fort utiles.
Oui, effectivement, il y a cette procédure qui est prévue. Lorsque vous rejetez un chèque, hein, le droit bancaire prévoit que vous communiquez, vous joignez les motifs du refus, donc de sorte que c'est par l'effet de la loi que la banque est déchargée de son obligation de secret. Parce que je comprends très bien l'idée de la dame, c'est de dire que si je communique le motif de refus, par exemple, absence de provision, je communique une information sur la situation financière de mon client. Notamment, je fais savoir que mon client n'a pas de sous dans son compte, et donc ça peut être considéré comme une information confidentielle. Non, mais justement, comme le rappelait le confrère, c'est la loi qui décharge le banquier de cette obligation de secret en lui faisant même obligation de communiquer un certificat où il indique le motif de refus. Donc, de ce point de vue-là, le banquier ne peut pas se voir reprocher d'avoir commis un manquement. Au contraire, il a honoré aux exigences de la loi. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, si la banque viole la loi en se gardant de joindre un tel certificat, effectivement, on est dans l'hypothèse d'une violation de la loi et qui ne peut pas être justifiée par le secret bancaire, puisque, comme je l'ai dit, dans cette hypothèse, la banque est déchargée du secret. Donc, si la banque ne communique pas le motif, en ce moment-là, elle commet un manquement à la loi. Donc, si l'huissier vient pour faire constater ce manquement, constater le refus, hein, qu'on a refusé de donner le document, effectivement, il n'y a pas de difficulté. Après, la question de la dame semblait dire que, bon, est-ce qu'ici vient sans huissier, est-ce qu'on doit néanmoins, est-ce qu'on est obligé de donner le document ou ne pas donner le document? Non, vous êtes obligé de donner le document, c'est la loi qui le prévoit, qu'il soit avec ou sans huissier. Je pense qu'en venant avec l'huissier, il s'aménage simplement des preuves de ce refus-là, fait constater par un officier le refus de manière officielle. Très bien, merci beaucoup, chers confrères. Peut-être nous allons prendre une dernière intervention avant de clôturer, s'il y en a, bien sûr. Je crois qu'il y a une personne qui demande la parole en ligne, sauf que monsieur ou madame Traoré, je vois que vous êtes en mode écoute seul. Ce que je vous proposerais, c'est de vous déconnecter et de vous reconnecter. Au moment de choisir l'option d'audio, de venir en tant que speaker pour pouvoir parler, parce que là, on ne vous entendrait pas. Cependant, en attendant, dans la salle, il y a une question d'une dame, si on peut la prendre le temps que techniquement... Oui, bien sûr, allez-y. La parole en ligne puisse nous rejoindre de façon convenable. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Alors, excusez-moi. Allez-y. C'est bon? Bonjour à tous. Moi, ma question, c'est par rapport à l'inopposabilité face au service des impôts. Alors, est-ce que, par exemple, lorsqu'ils nous demandent des informations, on est censé tout donner ou est-ce qu'il y a des limites? Par exemple, s'ils nous demandent des relevés de compte d'un client, est-ce qu'on peut leur donner ça? Ça, c'est ma première question. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, c'est un peu haché, je n'ai pas bien saisi la fin de la question. Un instant. Allez-y. Par exemple, lorsque les services des impôts demandent des informations par rapport à un client, vous m'entendez mieux? Oui, c'est bon. OK. Donc, est-ce qu'on doit fournir toute information qu'ils demandent ou est-ce qu'il y a des limites? Par exemple, s'ils demandent des relevés de compte, sommes-nous obligés de les fournir ou pas? D'accord, OK. Alors, pour cette question, je vais simplement, je vais donner lecture, ça va nous édifier de l'article 529 du Code général des impôts. Je pense que ça répond clairement à la question. Les banques ne peuvent opposer le secret professionnel pour les renseignements individuels d'ordre économique ou financier qu'ils détiennent. Ils doivent notamment communiquer à l'administration tous les renseignements relatifs aux opérations sur compte courant. De ma compréhension, cela intègre les relevés de compte. Donc, tous les renseignements relatifs aux opérations sur compte courant et compte titre, les ouvertures de crédit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des crédits qui ont été consentis à cette personne, les allocations de devises et les opérations avec l'étranger.
Donc, vous voyez que c'est vraiment global. Ça rassemble pratiquement tout un pan, quasiment tout un pan de l'activité de la banque. Donc, oui, effectivement, c'est une information qui est très large. Si on demande communication des relevés bancaires, eh bien oui, ça rentre dans le cadre de ce que la loi lui autorise à demander aux banques. Alors, juste pour ajouter une précision pratique aux informations du confrère, effectivement, il faut savoir que par rapport à l'administration fiscale, il y a une inopposabilité absolue ou quasi absolue, on va dire. C'est-à-dire que nous avons eu des cas, des hypothèses d'un point de vue pratique où, alors, préalablement, il faut savoir que l'administration fiscale a la possibilité de délivrer au niveau des établissements financiers des injonctions. Et donc, cela a pour conséquence de mettre à table le banquier par rapport à des procédures de vérification dont l'administration fiscale serait amenée à initier. Donc, très souvent, vous avez ces hypothèses-là et plus précisément, donc, les relevés de compte, comme les textes le disent clairement, hein, très souvent, en pratique, c'est très souvent ces documents-là qu'on commence à éplucher. Donc voilà. Moi ça c'est la vue pratique de la chose, hein, que nous avons eu éventuellement à avoir comme cas. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Madame est satisfaite? Madame, oui, elle dit qu'elle a une deuxième question sur le. Ah, ok, allez-y. Alors, concernant les sanctions civiles et pénales, est-ce que à quel moment on sait si le risque encouru tombe sur la banque ou si c'est sur le salarié directement? Maître, vous avez bien saisi la question. Alors, j'ai pu comprendre à quel moment on sait si c'est le salarié ou si c'est la banque qui a violé le secret. Oui, c'est bien ça. Très bien. Alors, oui, effectivement, là, ça doit être une question, complexe dans la pratique, hein, de savoir d'où est partie la fuite. Ça, c'est des questions qui se posent à nous quotidiennement dans les administrations, savoir où est partie la fuite, puisque vous avez parlé de responsabilité pénale. Pour que la responsabilité pénale du salarié soit engagée, il faut qu'il soit rattachable, hein, à l'infraction. Il va falloir le rattacher à l'infraction. Donc, on ne peut pas partir sur la simple base des soupçons. Voilà. Donc, le ministère public doit clairement établir que sa responsabilité est engagée et qu'il est l'auteur de la fuite, de la divulgation d'informations. Donc, il appartient au procureur, au ministère public, d'apporter cette preuve-là devant un tribunal. Effectivement, en l'absence de preuve de ce que c'est M. X qui a divulgué l'information, il y a peu de chances qu'un juge pénal retienne la responsabilité pénale du salarié. Donc, voilà ce que je peux dire sur la question. Bon, après, maintenant, quand est-ce qu'on peut dire que c'est le salarié ou c'est la banque? Alors, pour ce qui est de la responsabilité civile, là, il faut distinguer. Pour ce qui est de la responsabilité civile, bon, ça va toujours être la banque. C'est la banque qui est responsable. Donc, que la fuite soit partie du directeur général, du président du conseil d'administration, du salarié, de l'agent du guichet. Donc, là, d'office, c'est la banque qui supporte en tant que commettant, qui doit supporter la réparation. Donc, vous voyez que le salarié est protégé. Maintenant, la banque peut engager une procédure de licenciement du salarié, mais le licenciement ne peut être bien fondé que si la banque peut effectivement prouver, y compris devant le juge du licenciement, que la faute a bien été commise par ce salarié-là. Mais si la banque n'a que des soupçons sur tout un service juridique, sur tout un service de la comptabilité et autres, bon, vous comprenez très bien que le licenciement ne peut pas raisonnablement être fondé là-dessus tant qu'il ne peut pas être rattaché à la faute. Maintenant, pour la responsabilité pénale, je vous l'ai dit, pareil, il faudrait absolument apporter la preuve que c'est effectivement lui, sinon, là aussi, le juge ne pourrait pas retenir sa responsabilité pénale.
Madame, c'est bon? Okay. Merci beaucoup. Je sais qu'on est pris par le temps, mais depuis un moment, il y a M. Traoré qui a levé la main. Si vous permettez à ce que il n'y a pas de souci, hein. On l'écoute, il n'y a pas de problème. Parfait. M. Traoré, vous avez la parole. OK. Merci beaucoup pour la présentation, M. Douglas. En fait, moi, je voulais savoir une précision. Il y a quelque chose qui se fait en pratique. Je prends un exemple, par exemple, pour un client qui vous appelle par téléphone pour vous dire qu'il envoie un coursier pour récupérer un document confidentiel de sa part. Donc, est-ce que les banquiers, en remettant ces documents à son coursier, qui n'a pas naturellement une procuration en main, est-ce que les banquiers sont exposés? Est-ce que la banque est exposée en remettant ces documents à son coursier sans une procuration préalable? Ça se fait au quotidien. Le client peut vous appeler et vous dire, voilà, je vous envoie quelqu'un pour récupérer ce document à ma place, sans une procuration. Voilà, souvent, on a tendance à remettre les documents à son coursier. Merci. OK, merci pour la question. Bon, là, je pense que la question qui va se poser, c'est juste une question de preuve, parce que le client qui vous donne un ordre oral de ce que, en tout cas, il vous demande de remettre un document confidentiel à telle personne. Okay. Donc, c'est le client qui autorise la banque à délivrer une information confidentielle à un tiers. Le coursier ici est un tiers. Maintenant, la question, je le disais tout à l'heure, la difficulté pratique, c'est là. Est-ce que la banque est à mesure, à tout moment, de justifier que le client l'a délié de son obligation de secret, que le client l'a autorisé à donner une information confidentielle à un tiers? Voilà là où le problème va se jouer, voilà là où le contentieux va se déplacer. Et la banque va parler d'un coup de fil. Bon, j'imagine, vous savez très bien que si on en arrive au contentieux, c'est que même le client lui-même qui vous a appelé vous a trait devant un juge. C'est-à-dire, il conteste si vous avez donné toute information. Et donc là, la banque est mal. Donc après, pour des raisons pratiques, on est tous des chefs d'entreprise, pour des raisons pratiques, on ne s'encombre pas souvent d'un certain nombre de formalismes, mais c'est à nos risques et périls. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est à nos risques et périls. Si demain, on n'est pas à mesure de justifier du mandat que le client nous a donné de communiquer une information confidentielle à un tiers, eh bien, c'est nous qui en assumons la responsabilité. Parce que cette information confidentielle, imaginez le coursier, imaginez que cette information se retrouve dans la presse, des relevés de compte, ça peut arriver. Donc, je suis désolé de le dire, mais la précaution voudrait que... Alors, les cas que moi j'ai souvent vus, c'est lorsque vous raccrochez le téléphone, lorsque le client vous le dit, bon, vous lui demandez de vous faire, même si c'est un mail, voilà, vous savez que la procuration, ça peut mettre par mail, hein, on peut vous donner l'autorisation, même par mail, de donner tel document à tel. Donc, vous dites que j'ai compris, est-ce que faites-moi un mail pour je sais pas, pour les besoins de ma hiérarchie ou je sais pas moi quoi, ça arrive, et donc on vous l'envoie et vous le faites. Après, je suis très bien conscient de ce que je dis a des limites, parce que vous avez souvent des chefs d'entreprise qui ne savent pas écrire, hein, qui ont des problèmes même pour utiliser un ordinateur, et ça rend les choses compliquées en pratique. Mais si on se retrouve dans un cadre contentieux, la banque ne peut pas se contenter de dire qu'elle a fait une opération alors qu'elle n'a pas reçu expressément un mandat. Donc, il va falloir justifier le mandat pour pouvoir s'exonérer si la banque ne peut pas justifier de l'autorisation qui lui a été donnée. Je doute fort qu'elle puisse en tirer sur la question de la responsabilité. Ok, c'est bien compris. Merci. Alors, donc, je ne sais pas si il y a encore éventuellement quelque chose, peut-être à la limite une dernière question, puis après, parce que j'ai senti à la fin que beaucoup étaient encore susceptibles de vouloir éclairer quelques points de cette thématique hautement importante. S'il n'y en a pas, Madame Lee, si vous me permettez, on va conclure.
salle d'en bas, on n'a pas de questions recensées. Je ne sais pas si en haut, il y a des questions signalées. Déjà, tu peux me faire enfant. OK. Dans la salle, il n'y a pas de questions. D'accord, OK. OK, donc vous me permettez de conclure? Oui, absolument. OK, bon, ben, mesdames et messieurs, sur ceci va mettre fin à notre session de ce matin. Nous remercions mon confrère Maître Douglas Fodzo avec cette brillante présentation qui, je pense, et tout le monde l'a vu, a abordé des questions très, très pertinentes, des questions très, très importantes dans le quotidien d'un banquier, d'un établissement bancaire. Vous l'aurez compris, le choix de cette thématique n'était pas fortuit. Ce choix n'était pas fortuit en raison du fait que l'activité bancaire, c'est une activité qui est très, très sensible. Et le banquier, par moment, même sans le vouloir, sans faire exprès, peut être amené à poser des actes ou à prendre des décisions qui sont susceptibles de créer de lourdes conséquences à la banque. Donc, il était vraiment important que les participants que vous êtes puissent appréhender convenablement toute la notion, tout ce qui peut toucher la notion de secret bancaire. Le confrère a eu une pédagogie que je dirais très, très appréciable là-dessus, en posant dans un premier temps le cadre juridique, le cadre légal et réglementaire qui traite un peu du secret bancaire, son champ d'application et aussi avec cette déclinaison concrète. Chers confrères, nous avons énormément apprécié justement l'application avec des exemples de jurisprudence, de décision de justice que tu as bien voulu nous partager, et surtout de l'application locale, c'est-à-dire que la précision des règles légales maliennes nationales qui régit justement cette question-là. Encore une fois, merci beaucoup. Nous sommes à ta première intervention. Les participants, vous aurez le plaisir pour peut-être bon nombre d'entre vous de recevoir encore une nouvelle fois notre confrère Maître Douglas Fodzo. Et c'est la première fois, ça ne sera pas la dernière. Donc, je termine en te laissant le mot de la fin, cher Douglas. Et puis, merci encore. Merci Mohamed, merci à toute l'équipe qui gère la technique et qui essaie de se démerder pour qu'on ait une qualité auditive très bien. Donc, les choses sont très bien passées. Je dis merci à l'ensemble des participants. J'aurai le plaisir de vous retrouver, comme l'a rappelé le confrère Mohamed, dans quelques jours pour une autre thématique. Et donc, je ne doute pas que les choses seront davantage meilleures. Donc, merci à vous et ça a été un plaisir d'être à vos côtés et donc de partager ces réflexions avec vous. À bientôt pour d'autres réflexions tout aussi intéressantes. Très bien. Merci beaucoup, cher confrère. Madame Lee, à vous. Et